Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein Paris, près de la gare Saint-Lazare avec un invité de choc, de choix, l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute, ça fait drôle de voir les coulisses. Ah c'est génial. Ça y est, en live. T'as vu, même pour les podcasts je fais les gestes. Mais ça c'est normal. Et alors par contre on rigole là. On est content de se retrouver mais on va parler d'un film qui est quand même tout sauf drôle. Ouais. Il s'agit d'un polar, un thriller noir, sombre, dramatique intitulé Les Nuits de Mashhad, ou en version originale Holy Spider, en rapport à un tueur araignée, réalisé par Ali Abbasi qui avait fait Border notamment. Oui, t'avais bien aimé, non? Oui, Border, j'avais beaucoup aimé. Alors pour le coup, qui était un film totalement différent puisqu'on partait sur du fantastique. C'était un film assez étonnant. Moi, je l'avais trouvé assez bouleversant ce film à l'époque, toi aussi, je crois. Et ce qui est amusant, c'est qu'on va se rendre compte, lorsqu'on va parler des Nuits de Mashhad, que c'est finalement un film qui parle de la même chose. Oui. Sur certains aspects. Et c'était vraiment un très très bon film, effectivement. Et oui, c'est vrai que sur le papier c'est différent, c'est plus réaliste, mais il y a quand même tout ça par rapport à l'humain surtout. Et alors ici, on va citer quand même les deux acteurs principaux. Tout d'abord, celle qui a eu le prix d'interprétation au Festival de Cannes, Zahra Amir Ebrahimi, qui a même dû fuir son pays il y a quelques années. Donc il y a presque un côté pas méta, mais pas loin, parce qu'on est quand même dans les drames de l'Iran ici. Et citons la présence aussi de Mehdi Bajestani qui joue le tueur, parce qu'il n'y a pas de suspense, on sait qui est le tueur, et on va suivre donc cet assassin qui décide de nettoyer la ville des prostituées. Il a tué plusieurs femmes comme ça, on voit même son mode opératoire. Et en face, vu que la police a du mal, patine un petit peu, une journaliste vient enquêter et même essayer de traquer le meurtrier. Une journaliste femme dans un pays assez patriarcal, on va dire ça comme ça, sous la loi d'un islam plutôt radical, même si là-dessus il y a aussi quelques nuances qui apparaîtront notamment à la fin du film. Et donc on va voir à quel point il est difficile d'être une femme en Iran, mais d'autant plus ces dames dans le besoin, qui font pas ça pour le plaisir, qui sont prostituées dans une pauvreté claire et nette, sauf qu'en face il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop et préfèrent se débarrasser du problème, un petit peu comme certains hommes politiques d'ailleurs au final. Ça peut arranger certaines personnes. Et c'est un film très dur qui se déroule pratiquement à 90% de nuit. Il y a beaucoup de scènes de nuit avec la photographie qui va avec. Et je vais te demander ton avis. Qu'as-tu pensé de ce film très dur, hein? On a regardé avant manger du coup là. Oui. D'ailleurs, si à un moment il y a une serveuse qui intervient pour nous servir, c'est normal, on fait ça à table. C'est pas la table en formica là, c'est la table en bois. Petite dédicace à nos amis. À nos amis, oui. Bah écoute, déjà bon, c'est peut-être pas un film qui donnera toujours tout de suite l'appétit. Pour le coup, c'est un film assez compliqué. Moi j'attendais forcément ce film parce que le retour d'Ali Abbasi c'était pas rien. C'est un cinéaste, moi je pense, qui est assez intéressant parce que, et on remarque dans Les Nuits de Mashhad, c'est un film qui parle vraiment de ce qu'il y a derrière. On a une situation qui est posée dès le début, cette situation des prostituées. D'ailleurs on pensait au début que cette femme qui est filmée, qui est une prostituée qui va se faire tuer après, on pensait d'ailleurs qu'elle allait en fait devenir le personnage principal. Moi je ne m'étais pas du tout renseigné sur le film, pour le coup je ne savais pas de quoi ça parlait. Et j'étais assez étonné de me dire quand même que on a cette idée de voir ce qu'il y a au fond dans cette ville que l'on voit qui est une ville sainte. Hein, alors, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, je crois que c'est un tombeau, alors peut-être que c'est celui du prophète, je ne sais plus. Et ce qui est étonnant, c'est ça, c'est qu'on voit la surface. En plus, une ville, le cadre urbain, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir filmer ce qui se cache. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce motif de l'araignée, parce que finalement, cette ville, c'est une toile. Et ce tueur, c'est une araignée qui en plus, une araignée qui peut agir en prédateur sans problème, parce qu'on est dans un monde qui est dominé par les hommes, où les femmes sont obligées de s'instrumentaliser, de vendre leur corps pour pouvoir survivre. C'est pas pour rien parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu le disais, on voit le tueur. Du coup, on pénètre sa conscience, on sait ce qu'il fait, on sait comment il agit. C'est un homme qui est persuadé que le monde est mal. Il y a une vision profondément misanthrope finalement du monde. Moi, ça m'a fait penser au fameux personnage de Border qui tue les bébés. On s'en souvient, parce qu'il déteste les humains. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans. On a une espèce de filiation qui se crée avec sa précédente œuvre, qui était son premier film d'ailleurs, je crois.
Et c'est un film assez étonnant, Les Nuits de Manhattan, parce qu'on ressent la putréfaction, on ressent la mort, on ressent la nuit. La nuit, c'est la mort, hein, souvent. On dit la nuit, c'est le moment où les monstres sortent, où les vampires sortent. C'est vraiment ça. C'est dans les films, on instrumentalise toujours la nuit comme un lieu où on n'est pas en sécurité. Il y a très peu de films d'horreur, de films policiers qui se passent de jour. C'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Souvent, on parle de polar noir, hein, c'est pas pour rien, de films noirs. Et le noir, c'est la nuit. Et ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'on a un polar, effectivement, où pour le coup, le personnage principal n'est pas un policier, c'est une journaliste. Donc elle enquête. Elle s'octroie le rôle du policier parce que dans ce monde-là, dans cette ville, finalement, les policiers ne sont pas actifs. Parce que ce sont des hommes, c'est le patriarcat qui s'est installé dans ce monde-là, qui est totalement exacerbé, puisque, bon, pour le coup, ils justifient leurs actes par la religion. C'est ce dont se sert le personnage du tueur. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte que finalement, même s'il y a cette menace, la menace elle est partout. Même le policier qui drague notre protagoniste et qui finalement va presque la violer, hein, à un moment on a peur pour elle. Et d'ailleurs le film montre très bien l'oppression. C'est un film d'oppression. L'oppression elle est partout. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est un film qui montre que le mal est partout. Et on a la preuve avec le gamin. Ça, oui, c'est terrifiant. On en parlera, on fera une zone spoiler rapide. Oui. Enfin, c'est surtout sur la psychologie du final qu'il faudra. Voilà. Mais alors, comme tu l'as dit, je vais rebondir sur une chose que tu as dit. C'est la ville comme une toile. D'ailleurs, le premier plan de la ville aérien, un peu surplombé, on voit que c'est une toile. Le titre apparaît là. Là, du coup, ça paraît un peu frontal de montrer la ville comme ça, mais finalement, c'est une façon coup de poing de montrer qu'on va être, nous, spectateurs, piégés aussi dans cette ville, comme les protagonistes. D'autant plus que le film tisse sa toile aussi, en nous montrant donc le tueur, mais aussi la police, un journaliste qui veut aider notre journaliste principal, et cette angoisse permanente avec les prostituées. Et on le voit dès le début avec la première, c'est très intelligent de commencer le film ainsi, puisqu'on voit le malheur derrière. On voit qu'elle a un petit une fille je crois, elle lui dit qu'elle va revenir, en fait elle reviendra jamais. On voit qu'elles sont accros, elles se sont on va dire perdu dans la drogue, je crois que c'est de l'opium. Hein. Oui, l'opium. C'est déchirant, c'est parfois presque trop, c'est trop direct, mais on doit passer par là pour rentrer dans la tristesse sociale de ce film. Oui. Et on sent qu'il n'y a absolument aucune issue pour ces femmes, et en soi même aucune issue pour la femme en général, enfin du moins des petites classes de cette société-là. Et il y en a une qui arrive, presque qui brave l'interdit. On la sent journaliste, déjà on voit qu'elle réajuste son voile, c'est très important, et on lui reproche de faire cette enquête, mais elle va quand même, et là attention, le film n'est pas manichéen là-dessus, elle va quand même recevoir l'aide d'un journaliste avec qui elle va devenir plus ou moins proche, on n'en dit pas plus, et on voit à quel point on s'est perdu dans cette ville avec donc elle, avec le tueur, avec les drames sociaux, parce que on est dans un autre monde qui vit peut-être sur des bases de ville sainte, on ne sait pas trop, de traumatisme de la guerre aussi, c'est assez énoncé. En plus, la date est assez évidente puisque le premier meurtre a lieu, on le voit, le 11 septembre 2001, puisque les attentats du World Trade Center montrés à la télé. C'est basé sur des faits réels et ça se sent. C'est peut-être d'ailleurs parce que c'est basé sur des faits réels qu'Ali Abbasi a vraiment voulu nous plonger dans la réalité, ne serait-ce que des meurtres. Rien n'est exagéré, on voit vraiment la souffrance sur le visage, les yeux qui restent figés, la souffrance même de la société qui reste figée sur ces femmes qui se font tuer. Et alors le tueur, toute cette psychologie, à certains moments tu essayes même de le comprendre. Moi j'aime beaucoup ces films qui nous montrent le mal absolu, mais qui essayent de nous faire comprendre ce qu'il y a derrière. Et là je trouve ça d'une violence mais absolue, dans le sens où le gars il est porté par cet amour de Dieu qui l'aveugle totalement. On est dans du fanatisme, il veut être le martyr de cette ville sainte. Pourtant, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une sorte d'opposition entre tu sais, un peu comme dans Le Diable n'existe pas. Le début du Diable n'existe pas, on te montre, tu sais, pour rappeler à nos auditeurs, c'est un film qui parle de la mise à mort, justement. Pareil en Iran. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on commence le premier segment avec une famille bien installée et en fait on découvre au fur et à mesure que le personnage principal, le père,
le mari, exécute des personnes en appuyant sur un bouton. Et ça, c'est assez étonnant. D'ailleurs, dans le film aussi, le personnage du tueur se donne un rôle d'exécuteur. Exécuteur choisi par Dieu qui doit tuer des prostituées parce que les prostituées, c'est le mal. Bon. Et il y a en fait une certaine opposition entre le fait qu'on a ces scènes de famille qui sont calmes, où il a l'air assez doux, sauf qu'il y a un seul moment où ça part totalement en cacahuète, si je puis me permettre, où le père reçoit un coup de ballon dans la tête et il pète un câble, comme si ça avait déclenché son mal, comme si en fait il y avait un moment où la bête se réveillait. Mais d'ailleurs, tu le précises, tu fais bien de le préciser, on voit la famille du tueur aussi. Oui. La petite fille, l'adolescent qui va regarder son père comme un héros, c'est fatal, on le sent très vite. Et l'épouse qui est à la fois soumise, mais en même temps, elle essaye quand même de dire les choses. Mais c'est d'ailleurs intéressant de voir comment, dans cette société-là, les femmes en intérieur agissent différemment qu'en extérieur et en public. Oui, exactement. Donc ça, c'est un regard qui est très propre aussi au réalisateur, il faut le savoir, est danois mais d'origine iranienne, donc il s'est exilé, on sait pour quelle raison. Alors que son actrice principale, elle s'est exilée parce qu'elle a eu une histoire de sextape, elle a été persona non grata dans son pays, alors qu'elle était star dans son pays, maintenant elle n'a plus le droit d'y tourner et tout. Donc là, je ne sais pas s'ils sont retournés en Iran pour tourner. Oui, je me pose la question. Et je pense que me semble probablement, mais bon. Parce qu'on parlait de Mohamed Rasoulov qui a réalisé Le Diable n'existe pas, mais si je dis pas de bêtises, il a été arrêté récemment. Il y a eu un réalisateur, je crois que c'est le réalisateur de Taxi Téhéran. Oui, aussi, lui aussi. Voilà, donc, ils sont tous les deux prisonniers actuellement. Donc quand on voit ça avec l'actualité, on frissonne d'autant plus. Bah, ça fait peur parce qu'en fait, ce sont des pays qui ont une industrie cinématographique assez importante. On a beaucoup de films iraniens. Et des très bons, c'est des très bons. Bien sûr, et puis on n'oublie pas les grands cinéastes iraniens de base, comme Kiarostami, mais qui parle aussi de sa société. Il y a toujours un grand commentaire sur l'état de l'Iran. Mais là, ce qui est assez alarmant, c'est que effectivement, on est toujours dans cette thématique où il y a un truc qui reste malgré tout, c'est que l'islam fait peur. Oui, mais et puis, parce qu'on peut rebondir sur ce que tu disais, le père, qui a l'air d'être un père de famille tranquille, normal, qui est un gars lambda dans sa société, dans son voisinage respecté, mais qui, sous prétexte de, on ne sait pas trop, bon, est-ce que la guerre a laissé des traces possibles? Il a fait la guerre, il est dans une ville sainte, il croit que Dieu veut qu'il purifie, on va dire, la société. Et c'est terrible des fois de le voir avec des excès de violence avec son fils, mais aussi quand il est avec ses femmes, il y a des moments où on voit qu'il exécute sa tâche parce qu'il a besoin de nettoyer, mais il a aussi des pulsions. Il y a une scène horrible où il fait l'amour à sa femme avec un cadavre derrière, on voit les pieds et on dirait que ça lui donne l'excitation nécessaire pour aller au bout de son acte sexuel. Et c'est tout le paradoxe d'un gars qui à un moment en rejette une, il y a une prostituée qui veut trop la caparer, oui. Il la rejette. Et il se lave la barbe. Oui, après il se lave la barbe. C'est tout peut-être aussi le paradoxe de toute la société iranienne aussi, qui a quand même eu des périodes de progrès, ces 20-30 dernières années, et des retours en arrière selon... on peut vous renvoyer à un film qui s'appelle Persepolis, par exemple, un film d'animation, qui montre bien cela, justement. Exactement. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en fait... D'ailleurs, moi, le film m'a fait beaucoup penser à Manhunter. On peut penser à ça, parce que dans Manhunter, c'est le plus grand film qui arrive à dresser un portrait aussi de son tueur, et même de nous faire apprécier aussi. C'est ça qui est incroyable, parce que le film... en même temps, renvoie à, comment dire, quelque chose d'assez classique. Oui, ça renvoie à quelque chose de très classique parce que, en fait, on a quand même un héritage du thriller. Le thriller, voilà. Mais en même temps, on a un film qui arrive à parler de choses qui ne sont pas évidentes, notamment en lien avec la situation politique d'un pays, et aussi à ce que renvoie le musulman dans l'imaginaire collectif. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est une religion d'hommes. Voilà, c'est ça qui est simplement montré. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui justifient, qui s'octroient la justice parce qu'ils estiment que les prostituées font le mal. Mais le problème, c'est que par contre, ils ne se posent pas la question de la pauvreté. Parce que qu'est-ce qui pousse à la prostitution globalement dans ce pays-là? C'est la pauvreté. On ne se prostitue pas par plaisir. Donc c'est ça qui est assez terrible dans le film, parce qu'il arrive à
à montrer des choses tout en embrasant le genre, évidemment, puisqu'on est dans un thriller pur qui a ses codes. Et en même temps, il arrive à montrer ce portrait de famille. Moi, ça me paraît important parce que ça veut dire que on ne condamne personne. Ce qui est condamnable, c'est tout ce qui se passe. C'est cette société. On parle souvent de complot dans le film. Oui. Voilà. Donc c'est un microcosme en fait qui est contaminé. Comme moi j'ai parlé tout à l'heure en off avec toi de films de zombies. Il y a un peu de ça. Oui. À la fin on parle d'une horde quand même. On parle d'un. On peut passer peut-être divulgacher un peu. Alors avant de divulgacher, on va rebondir là-dessus. Déjà avec la drogue, ça fait on pourrait imaginer, et cette contamination de la société, de la pauvreté, etc. Oui. Mais avant de divulgacher, un petit mot sur l'ambiance, atmosphère classique, photographie de nuit et la musique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé les thèmes assez électroniques, un peu drone parfois, et le thème du tueur qui fait comme ça. C'est une belle musique minimaliste, mais qui est qui a cette atmosphère bien plombante qui va avec le film. Comme le bourdonnement d'un insecte, parce que le drone c'est ça. Ou de l'araignée, du coup. Voilà. C'est vrai que là-dessus, c'est classique. On a l'aspect classique des lumières, de la photographie et de la musique d'un polar, mais c'est efficace et c'est fait avec soin. Moi, ce que j'ai bien aimé, excuse-moi, j'y pense. Il y a aussi, on parlait de la toile, mais souvent le film alterne entre le flou et la mise au point. Et comme si le personnage était déjà prisonnier d'une toile. Oui. Voilà, ça c'est intéressant aussi parce que le film se permet des motifs récurrents qui font qu'il y a un cycle. Et on comprend que une araignée fonctionne par cycle. Et la façon dont le tueur enrobe ses victimes dans des tapis, voilà, c'est ça. Là, du coup, on va passer à la partie divulgachage. Oui. J'aime bien. Alors, justement, puisqu'on en est à cette histoire de toile, notre journaliste principale et enquêtrice, elle s'enferme là-dedans et elle va même s'offrir en tant que proie pour avoir le prédateur. Oui. Et alors, il y a toute une partie finale qu'on attend. C'est pas forcément qu'on attendait ou non l'arrestation ou pas. Le film d'ailleurs n'essaye pas de nous faire miroiter, tiens, est-ce que la police va agir? Non, ils viennent l'arrêter, une fois qu'elle a réussi à s'en sortir, elle se fait passer pour une prostituée. Et à la fin, on a toute l'histoire du procès. Et on a un doute affreux qui nous assaille quand on arrive vers la fin, c'est va-t-il être condamné à mort? Ou est-ce qu'on va le faire, on va dire, quitter le pays en tant que martyr mais héros sans le tuer? Et d'ailleurs, cette fin est en 2 temps et on nous fait croire qu'on va le sauver, mais comme il a des moments d'illusion, de folie, on voit qu'en fait ce qu'on lui a promis c'était ce qu'il rêvait, mais il va bien être assassiné, enfin il va bien être, pas assassiné du coup, pendu à la fin, dans une scène terrible d'ailleurs, d'un réalisme absolu. L'acteur, ils ont dû gérer ça vraiment aux petites zones, au niveau sécurité. Très bien fait. Très bien fait. Et du coup tu voulais divulgacher peut-être sur un autre point plus précis. Là je vais quand même reprendre ce dont tu parles parce que c'est intéressant, je repense à Border forcément en parlant de ça, parce que dans Border, le film est en 2 parties, on découvre donc comme je le disais au début, que l'amant de la protagoniste est un dégénéré, un homme, donc c'est 2 ogres en fait, orques, on sait pas trop, et 2 créatures fantastiques. Néandertal, un petit peu les hommes de Néandertal. Oui, il y a un truc un peu étrange, et on découvre qu'en fait la bestialité, elle se cache vraiment dans cet homme-là qui parce qu'il est rejeté par la société, va se mettre à assassiner des gosses. Et là on a un tueur qui est, alors c'est l'inverse, c'est presque un tueur qui est à fond. D'ailleurs il les assassine pas. Il les vend, je crois, à des pédophiles, un truc comme ça, un réseau de pédophiles qui... Dans La Nuit de Machad, là, le tueur, c'est presque l'inverse. Il est ancré dans une société ou dans cette illusion de société qu'il croit parfaite, en mode il doit purifier et tout. Mais en fait, il est presque étranger aussi à cette société. Oui. Mais là, on voit d'ailleurs que le monde se divise en 2 catégories. Oui. Pour paraphraser Clint Eastwood, c'est qu'il y a ses supporters à fond, mais il y a aussi ceux qui vont se battre contre ceux-là. Peut-être montrer la division d'une société iranienne qui a un côté éthique, et un autre qui malheureusement est ancré dans une fausse fatwa, c'est ça, il a lancé une fatwa où Dieu lui a demandé de le... Je pense que de toute façon on est en face d'un monde qui est en implosion, un peu comme dans les films de Kiyoshi Kurosawa, ou par exemple dans Cure, qui est aussi un film avec des meurtres, c'est un thriller, où en fait le tueur agit sur ses victimes en les hypnotisant. Donc en fait il ne le tue pas, il les force à mourir. Et
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, on se rend compte qu'il y a un truc qui va imploser. Et c'est ça, il y a un truc il y a une contamination. Et c'est terrible parce que dans Les Nuits de Machad, on voit effectivement cette vidéo que regarde la journaliste où elle a filmé le gamin en train de dire voilà comment mon père faisait, voilà comment il mime en fait avec sa sœur les meurtres et dit peut-être que je vais prendre le relais. Et il y a un truc qui est terriblement proleptique. On peut imaginer que cette famille qui a perdu le père va forcément vivre dans le besoin. Oui. Et on peut imaginer que la petite fille, la petite sœur donc puisse se prostituer plus tard pour survivre et faire survivre sa famille. Et c'est terrible parce qu'il utilise sa petite sœur pour faire le simulacre de l'acte et donc il s'en sert de victime. Et on pourrait imaginer que c'est ce qui arriverait plus tard. C'est ça qui est terrible en fait. Puis d'ailleurs, ils agissent en justicier, mais en vérité, ils rejettent la faute sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Le véritable problème aussi, c'est parce que les femmes ne peuvent pas travailler. C'est un film profondément politique et féministe aussi, qui montre qu'une société, pour qu'elle fonctionne bien, ne peut pas fonctionner comme cela sur un rapport de force. Sur un rapport de force, exactement. Et c'est vrai que la justice dans le film, c'est un peu... On a le juge qui a l'air un petit peu en train de vivoter entre des préceptes dans l'islam, mais aussi avec quelque chose de plus éthique sur l'humain. D'ailleurs, c'est un peu ambigu parce qu'à la fin, il rend quand même un verdict qu'on n'attendait pas forcément. On s'imaginait qu'il allait... Voilà. Mais non, là, le film joue là-dessus. C'est vraiment pour montrer que cette société iranienne, elle est vraiment entre deux eaux. Il y a un côté progressiste qui traîne, mais qui a du mal on va dire, à éclater parce qu'il y a cette angoisse, cet étouffement qui est porté par l'image du tueur qui finalement représente la voix silencieuse d'un peuple qui n'en pense pas moins. Il y a un film comme ça qui était vachement bien, qui s'appelait L'échiquier du vent, qui était un film interdit pendant très longtemps, qui était ressorti, où en fait on avait une femme, pareil, qui était la fille de l'épouse d'un riche, enfin il n'est pas riche de base, mais il a hérité la fortune de sa veuve. Et la victime, en fait, elle veut résister à tout ça. Et finalement, elle se fait écraser par cette maison et par tout ce qui l'entoure et meurt littéralement. Et on est toujours... C'est un peu ça pourrait être la métaphore de ce film-là et de la société iranienne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent changer, mais c'est toujours maté par une espèce de horde. Et j'ai même envie de dire que le film peut avoir un écho sur notre monde contemporain et occidental. Exactement. C'est pas spécialement un brûlot, genre le réal il vient régler ses comptes avec la société iranienne. Non, ça va bien au-delà de ça. Le côté, toutes ces femmes, elles l'ont bien cherché et tout, on l'a aussi dans notre société. Mais oui, parce que j'ai pas dit ça, mais c'était quelque chose... Et on a des tueurs qui tuent des prostituées. Exactement. La Nuit du 12 est sortie récemment et montrait la même chose. Et c'était pas des prostituées d'ailleurs. Mais il y avait une réflexion là-dedans. Je me souviens ce que dit Policier par exemple. Oui, genre que tous les hommes potentiellement et puis elle l'a cherché. Voilà, c'est ça. Mais là aussi, t'as ça. Voilà, on a toujours ce problème que tous les hommes pourraient être le mal incarné. Et là en plus, ce qui est terrible dans le film qu'on a vu, c'est que les femmes aussi participent là-dedans. Oui, et puis dans La Nuit de Machad, j'imagine là qu'on peut dire que le personnage principal au final c'est la ville en elle-même et la société. Parce qu'on voit que c'est le côté tentaculaire de l'angoisse en fait. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, la vraie justicière dans le film, c'est la journaliste. Oui. Elle qui prend des risques absolus. À un moment, elle est au téléphone avec sa mère, elle a l'air comme ça, mais ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oui. Mais on sait pas exactement ce qui la pousse à faire cela, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas son désir de... besoin de justice. Son besoin de justice, mais on va pas chercher à comprendre. Par exemple, on aurait pu imaginer, tiens, un petit background, etc. Non. On arrive là-dessus. Puis il y a aussi cette scène, bon là c'est presque pas dans les spoilers, mais peu importe, avec le policier qui même va tenter de la violer. Oui. Mais bon, elle se débat parce que sous prétexte qu'elle a accepté de fumer avec lui. Oui, ça c'est quand même violent quand même. C'est ça qui est violent. Et puis en plus elle est perçue comme une tentatrice, puisque 2-3 scènes avant, au poste, elle lui offre une cigarette. Oui. Une Marlboro en plus. Oui. C'est la cigarette du mal qui vient de l'Occident, des États-Unis, on pourrait imaginer. Et donc en fait, ici on a le portrait d'une société malade qui laisse ses habitants dans cette maladie, d'où l'idée potentiellement la zombification d'une population. D'un côté, les prostituées qui n'agissent plus humainement parce qu'elles ne savent plus comment s'en sortir, et de l'autre, c'est ces gens qui veulent faire aussi, on va dire, se faire l'avocat du tueur en mode oui, il a raison, bravo, ton père est le meilleur, et le fils qui se laisse embrigader là-dedans. Oui, tout est sacrifié finalement, même l'enfance. Et la famille qui vole en éclats, l'enfance, on le voit dans cette dernière vidéo, la famille est
est fichu, quoi. Un futur martyr, quoi. C'est ça. Et on peut imaginer, il le dit, hein. Ouais, moi je prendrais la suite de mon père, etc. C'est faire ça face caméra, comme ça. Ce qui est terrible, c'est qu'il le dit avec une espèce de niaiserie. Ouais, bah, il garde cette pseudo-innocence, Ouais. et surtout cette ignorance. Il n'a pas eu l'éducation nécessaire, et on comprend que cette société iranienne peut-être fonctionne ainsi. Ça renvoie finalement à l'ouverture du film, Oui, avec ce précepte qui dit que l'homme ne se rend pas forcément compte de ce qu'il est en fait. oui, qui ne peut pas fuir, enfin, il peut va pas pas chercher fuir. à fuir, il va toujours. Ouais. Et puis l'ouverture avec cette prostituée qui, elle, pour le coup, aime sa fille et qui fait ça pour sa famille, pour sa fille. Ça, la tragédie là-dedans, c'est qu'on a plein d'histoires de famille qui gravitent dans des préceptes ou des illusions et qui finalement c'est de la destruction et de l'autodestruction. au final. Oui, exactement. Et Ali Abbasi le montre avec une certaine froideur, avec violence. Parfois le film peut être trop chargé par moments. Parfois c'est vrai que les scènes de fin, les procès... Il y a un petit peu... je trouve que le film est un peu long sur sa Oui, finalité. c'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est pas nécessaire pour comprendre que c'est un procédé long aussi de C'est ça. pouvoir condamner quelqu'un. Et puis c'est le côté, voilà, l'araignée quand elle a sa proie, elle va prendre son temps aussi. Hein. Puis moi je pense que quand même ce qui est à retenir de cette dernière partie, c'est qu'on découvre l'horreur. Oui. Ce qu'il y a derrière en La fait. vraie horreur sociale et familiale. Ce que derrière. disent ces gens-là, ce que dit la femme il a bien fait pourtant, pourquoi le condamne c'est un héros. Et le pire, c'est que l'épouse du tueur, elle est dans cette ambiguïté-là. C'est qu'elle Voilà. dit voilà, mais en même temps, Elle est elle dit entre les deux. pourquoi t'as fait ça, t'as détruit ma famille. Oui. On voit qu'elle est perdue. Elle est entre deux. Elle aimerait s'émanciper, mais elle peut pas parce qu'il y a son fils, parce qu'il y a encore son mari. Et c'est une tragédie. Puis les scènes de fin, le simulacre des coups de fouet. Voilà, là. oui, terrible. Mais finalement, il a quand même sa pendaison. Moi, je pensais que le film allait se terminer avec donc, la pendaison. Et on voit quand même, en film son dos, il a vraiment reçu les coups de fouet. C'est-à-dire qu'il aurait imaginé ne pas les recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça veut dire que la société, oui, elle le condamne à mort, mais allez, direct, hein, les coups de fouet, tout ça qui était promis, Oui. il les a pas eu. Hein. Il n'a pas eu ses 12 ans, il n'a pas eu ses 100 coups de fouet. Donc, il y a une forme d'hypocrisie là-dessus, mais quand même, on le tue. Ouais. Est-ce que ça va faire de lui un martyr pour les... Bah, visiblement, C'est ça qui fait peur. c'est ça qui fait peur. C'est limite pire, finalement, la condamnation Oui. à mort. Peut-être qu'il aurait mérité d'être en perpétuité jusqu'à la fin de ses jours. Et, Oui, et du coup, on va fermer la zone divulgation. Tout va bien. oui, merci. tout va bien. Donc oui, tout va bien dans ce podcast. Et on ferme la version spoiler où on va donner notre conclusion sur ce film. Est-ce que tu le conseilles à tout le monde déjà? Largement, il faut aller voir, c'est un film qui est assez dur, qui d'ailleurs sort en même temps que La Nuit du 12 et a des aspects assez en Oui. commun. Allez voir La Nuit du 12 aussi. Aussi, oui. Donc oui, il faut aller voir ce film, même s'il faut accepter de voir un film qui est profondément dur. Mais vraiment, parce que je pense que ce qu'il dit même à la fin, et il faut voir cette image de fin, auquel on croit profondément parce que ça existe. Oui, voilà. C'est ça qui est terrifiant. On a- La réalité rattrape totalement la fiction. Ça, vous êtes dans un réalisme total, même les scènes les plus dures sont réalistes. Oui. Et allez voir ce film, il faut le défendre en salle. Exactement. Il est assez bien distribué finalement. quand Oui, même. oui. Voilà, vous enchaînez avec La Nuit du 12, vous allez être content. Bon après, forcément, il va falloir un petit peu décompresser quand même. Et on a besoin de ces thrillers polars réalistes Exactement. pour montrer l'état dans lequel l'état du monde dans lequel on vit et ouvrir les yeux aussi. Oui. C'est pas parce qu'on peut vivre dans un petit confort, etc., que certaines choses n'existent pas et ce film Oui. nous le rappelle là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup mon cher. Merci à toi. Alors voilà, on a enregistré un petit peu avec des bruits de fond, mais c'est ça qui fait aussi là. Ouais. Et maintenant, nous allons manger notre bavette. Voilà. Voilà. Allez, alors, le petit mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.